Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Coucou à tous, coucou à toutes, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouvel épisode Pédagogie et aujourd'hui on va parler du fait de parler de sexe en public quand on est une femme. Et plus précisément quand on est une personnalité publique et qu'on en parle à la radio, à la télé, sur les réseaux, bref, partout. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une femme qui a dédié sa carrière à la sexualité et qui en parle haut et fort avec toujours une petite pointe d'humour et de légèreté. Flore Chéry, journaliste, chroniqueuse à la radio, elle anime des ateliers d'écriture érotique et tellement d'autres choses qu'elle va nous raconter en détail bien sûr. Coucou Flore. Coucou Malou. Ça va ? Très bien. Est-ce que tu pourrais essayer de te rappeler un peu et de nous raconter ce qui a déclenché ta curiosité vis-à-vis justement de la sexualité ? Pourquoi t'en as fait ton métier après ? Mais qu'est-ce qui a déclenché cette curiosité ? Je pense qu'à la base, j'avais vraiment à cœur de pouvoir avoir des espaces où on parle librement de sexualité. Et je me suis rendu compte que par la vente de sextoys, c'était un moyen d'arriver dans l'intimité de jeunes femmes qui allaient se marier, parce que la vente de sextoys, c'était un moyen de faire de l'animation sur de l'enterrement de vie de jeune fille. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des femmes entre 25 et 35 ans, et j'arrivais tout d'un coup dans leur intimité et dans leurs discussions finalement assez confidentielles, parfois qu'elles n'osaient même pas avoir entre elles sur la sexualité. Et moi, je trouvais ça formidable parce que d'une soirée à une autre, j'avais des écoutes et des discussions qui étaient assez différentes, assez diverses et variées. Et avec pour point commun, je pense, le fait qu'il y avait un manque chez toutes ces femmes-là d'espace où on pouvait en parler. Il y avait à chaque fois que j'ouvrais le sujet, il y avait ce que je chantais en tout cas chez elles, c'était cette libération, enfin on peut en parler, enfin il y a un espace où je vais pouvoir raconter tel truc ou poser telle ou telle question et c'est autorisé et je vais pouvoir le faire. Et t'avais quel âge quand t'as développé ? Et donc quand j'ai commencé, alors c'était un job étudiant, je pense que j'avais 22 ans à l'époque, 21-22 ans. Entre 21 et 22 ans, j'ai dû faire mes premiers enterrements de vie de jeune fille, donc j'étais assez jeune. Et c'était tes clientes en fait. Et donc c'était un enterrement de vie de jeune fille et t'allais chez elle ou et j'allais chez toi ? Non, je recevais pas à la maison. J'allais tout le temps dans un espace. Alors ça pouvait être un bar parfois ou carrément à domicile. Et c'était un groupe entre 6 et 12 nanas entre elles. Et je devais... alors le prétexte c'était la vente de sextoys, mais il n'y avait pas que ça. Je devais aussi faire beaucoup d'animation, donc faire des petits jeux, leur faire gagner des points et leur... soit délivrer des connaissances sur la sexualité, soit les faire elles-mêmes se questionner sur leur propre sexualité, tester leurs connaissances, etc. Mais toujours avec un esprit très drôle, très joyeux. Parfois, je disais pas les mots pénis, etc. Mais je trouvais des petits mots alternatifs pour parler, pour pas dire les mots trop crûment. Ça dépend. C'est marrant parce que elles sont quand même, c'est elles qui ont décidé En fait, le problème d'un enterrement de vie de jeune fille, c'est que souvent, tu as une nana qui décide, un peu pour tout le groupe. Bien sûr. Parfois, ce sont aussi des groupes qui se connaissent pas vraiment parce que tout tourne autour de la mariée qui, elle, ne sait même pas que tu seras là. Donc, parfois, t'es dans des ambiances un peu bizarres où, en fait, tu te rends bien compte qu'il y en a une ou deux qui sont un peu là par hasard et qui sont pas dans le même délire que tout le monde. Donc, non, c'est pas si facile. Parfois, c'est des groupes homogènes d'amis, ça va, parce qu'elles ont toutes le même état d'esprit, mais parfois, pas du tout. T'en as qui viennent de se rencontrer le soir même et qui doivent parler de leur masturbation. Donc, tu vois, ça peut faire un petit peu bizarre. Donc, il y a aussi des astuces à trouver pour que tout le monde se sente à l'aise et des astuces à trouver pour respecter la pudeur de chacun. Ça peut passer par trouver des nouveaux mots, pour que les mots comme masturbation soient pas aussi explicites que ça, et puis trouver des astuces pour que si quelqu'un n'a pas envie de parler, elle puisse avoir un joker ou autre pour finalement ne rien raconter de soi, d'intime, ou ne même pas parler de sexe si elle n'a pas envie d'en parler. Donc il y a eu très vite cet enjeu de comment je me positionne là-dessus, qu'est-ce que les filles ont envie d'entendre ou pas, quelles sont celles qui ont envie de parler, quelles sont celles qui n'ont pas envie de parler, et comment je fais un jeu homogène pour que celles qui n'ont pas envie de jouer ne jouent pas et celles qui ont envie de jouer jouent. Donc, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que très vite je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme diversité du rapport à la sexualité, ne serait-ce que dans le même groupe d'amis entre deux femmes. C'était toujours des femmes en face de toi ? C'était toujours des femmes en face de moi. J'ai commencé par parler que aux femmes. C'est toi qui as décidé de choisir ce créneau ou ou c'était que les femmes qui... C'est ce qu'on m'a offert. Enfin, c'est comme chez Passage du désir sur la Love Force, c'est souvent des femmes qui font appel à une femme pour présenter des sextoys. Donc c'est ça en fait, le cœur, c'était quand même que tu présentais des sextoys. Ouais. Et du coup, autour, il y avait des jeux, autour, il y avait des discussions. Exactement.
des débats, je sais pas, sur le rapport au plaisir et tout. Ouais. Trop Exactement. bien. Donc ça t'a donné ce goût déjà un peu au jeu, au côté ludique. Oui. Donc, en fait, l'espace. Voilà, comme je me suis rendu compte que le jeu, le gaming, comme j'appelle ça, permet est une façon maligne d'ouvrir le sujet sur le sexe parce que c'est pas thérapeutique, c'est pas lourd, ça amène de la légèreté. En même temps, ça crée un prétexte pour que les gens puissent quand même faire passer des idées. Puis après, j'ai eu l'atelier d'écriture érotique où je me suis rendu compte que par la contrainte de l'écriture, tu peux aussi amener les gens à parler de sexe sans forcément parler d'eux, à le faire de façon ludique, mais en même temps à parler de sexe. Sans ce que je ne voulais pas, parce que pour l'instant, c'était la seule façon qui était proposée aux gens, la seule façon qui est proposée aux gens de parler de sexe, c'est souvent dans le cadre d'une thérapie, dans le milieu fermé chez le cabinet du médecin. Mais selon moi, il y avait d'autres besoins qui n'étaient pas forcément de la bobologie ou parler de ses problèmes, mais C'est juste... quoi de la bobologie ? La bobologie, par exemple, j'ai des problèmes d'érection, j'ai des séchages vaginales, etc. Tu peux avoir d'autres problèmes dans ta sexualité qui ne touchent pas directement à ton corps ou des problèmes de dysfonction de ton corps, mais tu peux avoir des questions un peu plus générales sur le sexe. Genre quoi, par exemple ? Bah, ça peut être, je sais pas, ta consommation de porno ou tiens, avec mon petit copain on fait ça, est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est pas bizarre, est-ce que c'est normal, enfin, et voilà, et l'explorer, par exemple, lancer l'idée en soirée sous la forme d'un jeu te permet de voir un petit peu les réactions des autres, comment les autres le prennent, et puis d'avoir tout de suite des réponses sans forcément livrer beaucoup de toi et d'être dans le cadre très lourd d'une thérapie. Donc, je permets aux gens de s'exprimer sur le sexe, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Ça, c'est dans le cadre, par exemple, d'écriture ouais, de dans nouvelles. Le cadre d'écriture, d'ateliers d'écriture érotique, il y a ça. C'est quoi ? C'est des nouvelles ? C'est des podcasts ? C'est quoi ? Alors, les ateliers d'écriture érotique, ça dure 2 heures. À chaque fois, je fais venir un auteur ou une autrice d'écriture érotique qui nous parle de pourquoi est-ce qu'elle a voulu sortir un livre, donc qui nous raconte son discours interne autour du sexe, parce que je trouve ça toujours intéressant. Et je mets les gens en équipe et ils ont souvent 20 minutes avec un certain nombre de contraintes pour écrire une nouvelle érotique. Et à la fin, chacun lit sa nouvelle devant tout le monde et on vote pour la meilleure. La meilleure repart avec le livre de l'auteur. Trop bien. Et tu sens que du coup les gens ils racontent quelque chose de perso souvent dans ce qu'ils vont écrire. Alors oui et non. Bah alors déjà c'est une écriture de groupe, mais peut-être que dans le groupe ils se racontent des trucs perso ou pas. Enfin ça je sais pas trop. Mais en tout cas oui parce qu'ils sont obligés d'avoir un agenda de pensée. Donc se dire tiens avec telle contrainte par exemple on doit sur la thématique des contes de fées. Ok on a le petit chaperon rouge et le loup et il doit se passer un truc hyper cul. Ils vont avoir leur propre univers de pensée qu'ils vont devoir soumettre aux autres et se confronter à d'autres univers de pensée. Tiens sur le conte de fées ou le petit chaperon rouge, à quoi pense cette personne, à quoi moi je vais penser. Peut-être on va penser tout de suite à la virginité, quelqu'un de vierge, etc. Alors que l'autre, pas du tout, la queue de loup. Enfin, voilà. Et on va se dire, tiens, c'est marrant que les autres pensent comme ça, que moi je pense comme ci, etc. Donc ils confrontent toutes leurs idées et le but du jeu, c'est de ressortir quelque chose d'efficace en termes de discours pour gagner la nouvelle, donc que ce soit un peu drôle, un peu cul. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans leur petit groupe, sous le truchement par exemple du conte de fées ou de n'importe quelle autre contrainte, ils mélangent leurs idées entre eux et ils sont obligés de dire ce qu'ils ont en tête. Donc finalement, ils parlent pas forcément de leur sexualité ou de leur vie intime ou de leurs problèmes, mais ils confrontent leurs opinions sur leur sexualité à celles des autres et ça ouvre en fait les possibles. Ça ouvre les idées et puis ça crée de la discussion. Ça fait de ce sujet un sujet qui n'est pas aussi bizarre que ce qu'il pourrait paraître. Parce que finalement, quand tu parles de sexe avec quelqu'un, très vite, on va se dire « Ah bah tiens, cette personne a envie d'une sexualité avec moi » ou là, non, le prétexte, c'est de parler de sexe. Donc, allons-y gaiement et voyons ce que chacun a dans sa tête. Tu fais d'autres choses aussi où les personnes peuvent s'explorer un petit peu au niveau de leurs fantasmes. Tu as co-lancé du coup 2 concepts qui sont My Sweet Paradise. C'est ça ? Alors, My Sweet Fantasy et Sweet Paradise, voilà. C'est vrai qu'on peut les confondre très facilement. My Sweet Fantasy, qui est de la réalisation de fantasmes à domicile ou à l'hôtel, qui est vraiment la boîte avec laquelle j'ai commencé. Comme ça marchait très bien, on a, avec mon associé Arthur Vernon, créé un lieu dans Paris qui s'appelle Sweet Paradise, qui reprend un petit peu le concept des théâtres érotiques. Ouais. C'est-à-dire que c'est une scène avec des performeuses qu'on appelle des sweeties qui sont sur scène et qui nous racontent un univers érotique. Il y a des pièces de théâtre aussi qui viennent régulièrement. Et en même temps, les gens peuvent venir au bar, demander un certain type de fantasme dans les limites légales.
et le réaliser dans les boudoirs qu'on a sur place. Donc c'était une façon de travailler un petit peu plus sérieusement la première proposition qui est My Sweet Fantasy, qu'on continue toujours, mais de l'ancrer dans un lieu pour que les clients à la fois savent qu'on a une démarche assez sérieuse, assez rigoureuse sur la réalisation de fantasmes, parce que ça peut être une crainte de se dire non, à quelles conditions je fais venir quelqu'un chez moi, est-ce que ça va être bien fait, etc. Et en même temps, pour nos sweeties... Quand tu dis chez moi, c'est-à-dire les gens peuvent faire venir des sweeties chez eux, dans leur salon, dans leur chambre à coucher. D'accord, on se déplace pas forcément du coup dans le bar à fantasmes. Enfin là si, mais maintenant, enfin non, pas forcément d'ailleurs. Oui, les gens peuvent demander un fantasme dans leur chambre à coucher. Ok. Donc ça peut être un peu, enfin on avait cette problématique de peut-être une partie de la clientèle qui n'osait pas franchir le cap parce qu'ils se disaient un peu bizarre, est-ce que ces gens sont sérieux ou pas. Avoir un lieu physique permettait à nos clients d'aller directement voir ce qu'on proposait déjà, la qualité de nos shows, le sérieux de la proposition, l'encadrement aussi de la proposition. Et donc d'être moins à l'aise de franchir le cap pour My Sweet Fantasy. Et puis inversement, il y a des clients qui étaient très contents de ce qu'on faisait chez eux et puis qui sont ravis d'avoir un lieu physique pour explorer leur érotisme. D'accord. Et toi, en tant que femme là-dedans, du coup, comment tu as fait, toi, pour te développer un petit peu dans le domaine de la sexualité ? Ça a commencé à bourgeonner un petit peu tôt, quand même, tu m'as dit, au niveau de l'adolescence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui fait que, du coup, après, tu as eu toutes ces idées de concept ? Alors, les idées de concept sont plus venues d'opportunités sur mon chemin que mes idées personnelles. Mais oui, très tôt, on va dire, je me suis questionnée sur la sexualité, sur le... Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans la façon dont les adultes percevaient le sexe, c'est-à-dire entre mes amis, les séries américaines, les discours peut-être religieux, les discours des parents, et tout le monde semblait extrêmement sincère et bienveillant dans sa démarche. C'est ça qui m'a le plus choquée, c'est-à-dire que mes amis avaient tous une forme d'idée préconçue sur le sexe, je sais pas, enfin je pense à des livres religieux, mais pas forcément, même le Dico des filles qu'on a tous lu avait des idées. Ça existe encore ça d'ailleurs, je sais plus. Je crois qu'ils ont peut-être aussi tourné je crois que ça existe encore, mais que c'est plus tout à fait. Ça a été controversé un petit peu, non ? Très controversé le Dico des filles, qui explique qu'il faut prendre soin de soi quand on est une fille, qu'il faut bien s'apprêter, etc. Je crois que l'homosexualité c'est pas très bien, etc. Ouais. C'était assez chaud. Donc le Dico des filles qui a aussi une vision très précise de ce qu'il faut faire dans sa sexualité. Les séries américaines qui ont une vision très précise aussi. C'est quoi comme série que tu regardais par exemple ? Je sais plus, mais j'ai des flashs de nanas qui devaient conserver leur pureté avant de coucher, qui disaient ça dans les couloirs américains avec tous leurs casiers, là où ils rangeaient leurs trucs. Je me rappelle juste leur classeur dans les bras. Ouais, leur classeur c'est ça, et puis il y en avait qui se faisaient bousculer. Bon, on a tous ce truc-là, et je me rappelle de je sais pas, d'échanges qu'ils avaient, ils parlaient un peu de sexe, et les filles devaient conserver leur pureté. Rien que ça m'avait paru très bizarre, parce que j'avais jamais entendu cette terminologie-là, si ce n'est dans une série américaine, un jour à 14 ans, tiens, les femmes doivent tout d'un coup conserver. C'est quoi la pureté dans le sexe ? Ça veut dire quoi ? De quoi on parle ? Tout me semblait bizarre, puis je commençais à lire aussi je pense que les premiers livres qui parlaient de sexe, c'était Charles Bukowski, Les Contes de la folie ordinaire, qui en parlait de façon très crue. Ouais. Et donc tu vois, et je me dis mais... Attends, t'avais quel âge quand t'as commencé à lire du Bukowski ? Je devais avoir 15 ans, c'était le moment où j'avais le droit d'aller à la partie adulte de la bibliothèque municipale, et j'ai lu tout ce qui pouvait être lu autour de la sexualité. Il y a eu mon oncle Oswald aussi, qui est un Roald Dahl, où en fait une nana de se faire ensemencer par Picasso et Einstein, enfin plein de gens hyper connus, et donc elle raconte comment elle baise avec ses stars. Attends, mais elle a fait des bouquins comme ça, Roald Dahl ? Non, Roald Dahl, a fait un bouquin pour adultes qui s'appelle Mon oncle Oswald, et je m'y attendais pas parce que je me dis, Roald Dahl chez les adultes, c'est marrant, parce que moi j'ai lu Charlie et la chocolaterie, mais Mathilda aussi. Et Mathilda, enfin j'avais ça en tête, et puis je le trouve au rayon adulte, et non, Mon oncle Oswald, c'est très rigolo, puis ça parle de préservatif, elle garde tout dans sa capote, enfin bon, c'est très bizarre. Ah, ok. C'est quoi, c'est de la fantaisie, enfin comment on dit ? Fantastique. C'est du fantastique, mais c'est du Roald Dahl, enfin c'est un peu c'est une sorte de petite fable, mais du coup qui parle beaucoup de sexe.
Et bref, ça fait partie des livres que j'ai lus, puis j'ai lu aussi Simone de Beauvoir aussi à cette époque-là, mais ah ouais. Le deuxième sexe. Très jeune en fait, à 15 ans, t'as ouais, je me rappelle, c'était une très bonne amie à moi qui m'avait refilé le bouquin un peu sous le manteau. Tiens, ça va t'intéresser, toi qui t'intéresses beaucoup au sujet sexe, relations hommes-femmes, mais déjà à cette époque. Donc t'avais quand même des amis autour de toi qui s'intéressaient aussi à ce sujet. Ouais, certaines, mais pas toutes, tu vois. Et c'est ça qui me questionnait aussi. C'est pourquoi est-ce que y a une telle diversité de réactions au sein même de mon groupe d'amis, entre celles qui veulent absolument pas en parler, celles qui ont aucun problème à en parler, celles qui se questionnent aussi sur le sujet. Celles qui ont les réponses à tout. Ouais, enfin, il y en avait pas trop. Qui sont avancées un peu, non? Ouais. Moi, il y en a qui m'avaient choquée, qui me sortaient des trucs. Je me disais, mais comment tu sais ça à 8 ans? Ah oui, à 8 ans. Ouais, bon, on va dire que mes premiers questionnements, c'était plutôt par rapport au lycée. Avant, les gens étaient plutôt pudiques là-dessus. Mais ouais, en fait, ce qui m'a toujours intéressée, c'est que les gens avaient vraiment des idées parfois diamétralement opposées ou des réactions émotionnelles très opposées sur un même sujet qui était le sexe. Et je me suis dit, je ne connais pas d'autres sujets de conversation qui puissent à ce point-là rendre les gens si différents. Un peu la bouffe, bon, ouais, la politique, mais bon, finalement, les gens veulent toujours se mettre dans le camp du bien. Enfin, quand même une homogénéité de pensée. Et là-dessus, les gens sont vraiment, ah, ça c'est pas bien, ah, ça c'est génial, ah, ça faut faire ça, ah, ça faut jamais le faire. Enfin, vraiment avec beaucoup d'injonctions très précises. Beaucoup d'émotionnel tout d'un coup, sur des sujets qui finalement, pour moi, je me dis, mais je sais pas ce que c'est le sexe. Donc, évidemment que je n'ai pas non plus une approche hyper émotionnelle du sujet. Je suis plutôt dans un truc de découverte. Et ça m'a t'étais pas forcément dans un univers familial qui te rendait ça tabou. Non. C'était pas non plus, on n'en parlait pas non plus. Non, on n'en parle pas tout le temps, quoi, mais c'était pas un sujet tabou. C'était un sujet. Bon, oui, on parle pas de sa vie privée, mais bon, ça me paraissait logique aussi. Mais non, c'était pas un sujet tabou ou marginal, le sexe. Mais force est de constater que je me suis dit, les adultes sont à peu près d'accord sur beaucoup de choses, mais alors le sexe, j'ai l'impression que c'est un bordel dans leur tête, et je me suis dit, il y a quelque chose à en faire. Et évidemment que par mon parcours professionnel, donc qui a été un parcours d'opportunité, c'est-à-dire on m'a proposé du jour au lendemain d'être animatrice de soirée d'enterrement de vie de jeune fille autour du sextoys, j'ai dit banco, et là je me suis rendu compte de la demande énorme qu'il y avait auprès de ces femmes d'avoir des discours en fait autour du sexe qui fassent sens, parce qu'elles-mêmes, elles étaient nourries d'injonctions, mais en même temps me posaient énormément de questions, et des questions extrêmement intimes, des questions très où tu voyais certaines qui étaient un petit peu perdues sur ce sujet-là et qui avaient du mal à avoir de la ressource. Et moi-même, évidemment, j'essayais de me former le plus vite possible, mais j'ai évidemment pas toutes les clés et toutes les réponses à toutes les questions qu'elles ont dans leur tête. Bien sûr. On apprend tout le temps. Tu continues à apprendre aussi aujourd'hui et on n'a pas toutes les réponses, quoi. Mais finalement, c'est un des premiers métiers ou jobs étudiants que j'ai fait. Alors, j'en ai fait d'autres aussi que j'ai trouvé fascinants, comme donner des cours de maths et de physique à des jeunes. Mais ça, c'était aussi un des rares métiers où je venais pour de l'entertainment. Et en fait, en ressortant, j'avais des messages, mais même privés, de filles derrière qui reprenaient mon 06 et qui m'envoyaient des longs messages. Mais merci beaucoup, c'était incroyable les discussions qu'on avait eues. Enfin, c'était hyper lourd émotionnellement sur un truc qui devait être de l'amusement, quelque chose de fun, de léger, enfin de l'enterrement de vie de jeune fille. Oui. Et il y a des vrais sujets en fait. Du et coup, voilà, et je me suis dit non mais là il y a un vrai sujet. Enfin on n'est pas juste en train de s'amuser à vendre du lubrifiant en goût fraise quoi. Là on est en train de parler de sexe et il y a un manque qui est terrible au point où tu te sers d'une pauvre animatrice toute jeune pour tu vois déverser toutes les questions que tu as dans ta tête. Tu parlais de slut shaming en off quand on a un peu discuté. Ça a été aussi un des trucs qui t'a donné envie justement de combattre peut-être un peu ça. C'est quoi exactement le slut shaming? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as observé? En fait, moi je pense que une des premières questions que j'ai eues, c'était sur le slut shaming, parce que j'avais à la fois l'impression que faire des trucs d'adultes et notamment faire du sexe était perçu comme cool. Or, quand tu le faisais trop tôt, et ça pouvait arriver à certaines filles de ma classe, elles pouvaient être mal vues ou mal regardées. Je me suis dit, c'est bizarre d'à la fois glorifier le fait d'avoir une sexualité libre et cool, et en même temps mépriser certaines personnes qui le font. Mais alors, si ce mépris s'exerce, c'est sur quelle fille, à partir de quel âge c'est bien, à partir de quel âge c'est pas bien. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas du tout clair dans la tête des gens, et donc c'est pas du tout clair quand t'es un enfant. Et puis même, ça me paraissait très bizarre et puis même de considérer que l'activité sexuelle, la première, enfin cette fameuse première fois, devait être faite pour un autre critère que la curiosité.
comme toutes les premières expériences qu'on a dans la vie, la première fois que tu fumes une clope, c'est par curiosité, c'est pas parce que, je sais pas, t'es accro à la cigarette, ou la première fois que tu bois un verre de vin, c'est par curiosité. Donc les premières expériences de ta vie que tu fais pour aller dans le monde des adultes, c'est souvent de la curiosité. Et tout d'un coup, le sexe, non, ça devait être dans un cadre où t'étais très amoureux, où tu devais... Enfin, il y avait tout un truc très bizarre sur cette fameuse première fois que je trouvais... un peu à côté de la plaque aussi, en me disant mais ça prend des proportions qui me semblent énormes par rapport à ce que c'est. Puis normalement, après, tu fais du sexe régulièrement dans ta vie, donc c'est pas non plus censé être un truc de fou. C'est comme la première fois que tu bois de l'alcool. Bon, je sais pas, peut-être les gens s'en rappellent, mais bon, pas non plus, tu vois. Et je trouvais ça très bizarre que précisément pour cet acte-là, il y ait à ce point-là tout ce décorum qui soit créé et qu'on inculque aussi aux enfants, de faire fais très attention pour ta première fois, faut que tu sois amoureux, faut que tu sois prête, faut que tu sois ci, faut que tu sois... Et tu te dis mais je l'ai jamais fait, il faut déjà juste que j'ai envie et que je sois curieuse, et puis on verra derrière si j'ai envie de le refaire ou pas. Mais là du coup il y a de l'avertissement un peu, mais il y a aussi du coup un peu, on peut blâmer aussi du coup si la personne elle passe le step. Elle passe le step trop tôt, et puis c'est à quel âge, parce que la loi française elle dit 15 ans quand même, donc il y a un âge qui est marqué, qui est institutionnalisé, mais ça peut paraître trop jeune aux yeux de certains, et donc c'est très... Ouais, j'ai trouvé ça très bizarre parce que j'ai trouvé ça très incohérent. Et donc, souvent, les conseils de ne fume pas, te drogue pas, bon voilà, c'était des conseils qui sont quand même récurrents et que j'avais bien en tête, qui étaient bien ancrés, travaille bien à l'école et des bonnes notes. Bon, tout le monde avait un peu voilà, j'étais d'accord avec ce discours-là. Mais alors, sur le sexe, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et les discours d'adultes, les injonctions d'adultes ne me semblaient absolument pas cohérentes. Et tu sentais qu'il y avait des incohérences aussi sur les injonctions envers les filles et les injonctions envers les garçons? Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est cool pour un mec d'avoir des... Mais peut-être que c'était pas cool pour un mec d'avoir des activités sexuelles. Moi, je sais pas, je l'ai perçu de cette façon-là. Et en même temps, c'était vu socialement comme cool. Et en même temps, pour les filles... Et en même temps, non, parce que dans ma classe, il y avait aussi j'avais beaucoup d'hommes, de mecs dans ma classe, parce que c'était une classe d'internes, bon, avec beaucoup de mecs. Donc, on était sous-représentés en tant que filles. Et surtout dans les classes scientifiques, on était 6 filles pour, je sais plus, une trentaine peut-être un peu moins de 30 mecs, mais 25 mecs, on va dire. Et il y en avait, comme c'était un internat, qui se masturbaient. Et en fait, la masturbation... Qui en parlaient, quoi. Non, qui se faisaient gauler. Non, mais c'était atroce. Tu vois, qui se faisaient gauler en train de se masturber. C'est le cas de le dire, ils se faisaient gauler. Bah voilà. En train de se masturber dans leur lit ou dans la douche. Et après, les autres garçons se moquaient d'eux dans la classe. Donc en fait, l'activité sexuelle était aussi mal perçue. Mais donc j'avais beaucoup de mal à comprendre. Je me dis, mais en même temps, et parfois en même temps, c'était cool de se masturber. Mais oui. Et donc, je me rappelle des gars, bizarre. Ils en parlaient sur tous les toits, quoi. Ils étaient fiers de le dire. Il y en a qui étaient fiers, il y en a qui faisaient des concours de masturbation, et il y en a qui se faisaient gauler en train de se masturber, c'était la honte parce qu'ils étaient puceaux ou je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, mais comment sur un même sujet qu'est la masturbation masculine, il y en a à la fois qui puissent mépriser certaines personnes et d'autres se dire, ouais, c'est super cool, je suis un mec. Ça me semblait incohérent. Ok. Voilà. Donc c'est ce qui t'a donné envie de creuser tout ça, mais toujours du coup dans un espace ludique. C'est ça, plus... Ça a été mon angle maintenant, et ça a été ma première opportunité, ça a été de le faire de façon ludique. Je me suis rendu compte qu'il y avait une efficacité à amener le jeu, à se servir du jeu pour avoir des discours autour de la sexualité. Et donc oui, je m'en suis un peu servi tout le temps. Maintenant, je suis capable de parler de sexualité de façon beaucoup plus sérieuse, parfois de façon très scientifique. C'était comment au début, quand tu as commencé à parler de manière publique de sexualité? Tu t'es confrontée à des choses, des réflexions, des jugements pas tant que ça. En fait, la première... Alors, public, on va dire, il y a eu un vrai moment où le retour en arrière était moins possible. C'est au moment où Femme Actuelle m'a demandé de faire une web-série qui s'appelait Les Sexpériences de Cerise sur moi qui parlais de sexe publiquement. Ah ouais, ça je l'ai vu sur YouTube. Voilà, ça c'était ma première apparition publique. Avant, j'avais juste un compte Facebook, mais je mettais pas mon visage, je m'associais pas à la sexualité. J'étais en enterrement de vie de jeune fille, mais finalement, je n'associais pas ma tête au fait de parler de sexe. Là, c'est la première fois où je devais le faire. Et la personne qui était en charge de la réalisation de cette web-série m'a dit, attention Flore, potentiellement, si tu fais ça, tu associes vraiment ton image à la sexualité. Donc ça va devenir un job. Qu'est-ce que t'as ressenti quoi, du coup, quand on t'a dit ça? J'ai réfléchi, et puis après, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, et alors, c'était très marginal de le faire parce que quand j'ai commencé à le faire, c'était en 2013, mais on s'en rend pas compte, mais il n'y avait pas tant de chaînes YouTube qui parlaient de sexe que ça, il n'y avait pas de compte Instagram qui parlait de sexe, et c'était un peu la première fois que dans les médias féminins, on s'autorisait à parler de sexe comme ça, de façon ludique, crue,
Je racontais ce que c'était la fellation, l'orgasme. Enfin, c'était un truc qui se faisait pas tant. Aujourd'hui, ça paraît pas si bizarre que ça et beaucoup moins marginal, mais à l'époque, il y a combien de temps ? Il y a 10 ans, okay. Ça paraissait un peu dangereux ou tordu. Enfin, et mais bon, non, mais je l'ai fait. Et en fait, les conséquences étaient beaucoup moins graves que... Il n'y a pas eu de conséquences par rapport à ma vie d'avant, quoi. Enfin, avant, j'étais déjà dans l'enterrement de vie de jeune fille avec les sextoys. Là, c'était la continuité, le prolongement. Puis après, j'ai été embauchée au magazine d'Union. Donc, je dois continuer à parler de sexe. Donc, en fait, j'en ai fait finalement mon job. Mais... non, il n'y a pas eu de conséquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le regard des gens qui a changé sur moi. Enfin, il y avait une forme de cohérence. Il n'y a aucune situation où une personne, du coup, a pu projeter des choses un peu en disant, bon, bah, publiquement, du coup, tu parles de sexualité, donc je peux parler de tout avec toi, tu es limite open pour déborder en dehors du cadre pro. Est-ce que tu t'es confrontée parfois des réactions comme ça ? Comment tu as pu poser tes limites ? Pas sur des gens que je connaissais déjà. Non, la question était, est-ce que les gens ont changé de regard ? La réponse est non. En revanche, oui, au fur et à mesure du temps et en gagnant en notoriété et en étant la jeune fille qui parle de sexualité publiquement, évidemment que les gens sont beaucoup plus cash et honnêtes dans leurs demandes. Ce qui finalement ne me déplaît pas tant que ça parce que je pense que j'étais plutôt... j'en avais un peu marre de la malhonnêteté de certaines personnes qui louvoient, qui tournent autour du pot, qui sont... Là, au moins, quand tu fais ça, tu te confrontes au côté cash des gens et de ce qu'ils ont vraiment dans leur tête. Moins vicieux, au final. Moins vicieux, exactement. Ce que je cherche aussi, en fait, je cherche de l'honnêteté dans la discussion. En fait, c'est ce que je vais chercher. Et évidemment que les hommes, peut-être, certains hommes, même certaines femmes, pour respecter ce que t'es, n'osent pas dire les mots, n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, n'osent pas être clairs sur leurs intentions. Là, ils le sont beaucoup plus. Tout d'un trop coup. bien. Enfin, trop bien, ça dépend. Faut que tu sois Non, mais après, j'ai appris Bon, déjà, c'est ce que je cherchais. Je pense que je cherchais aussi une forme d'honnêteté dans la discussion. Donc, je l'ai obtenue et ça, c'était assez chouette. Maintenant, oui, je pense que par rapport à une autre femme, on peut projeter plus facilement sur moi le fait que j'ai peut-être une ouverture à la sexualité. Mais ce qui est vrai, je suis peut-être plus ouverte à écouter la parole, à accueillir la parole sur le sexe que d'autres personnes. Maintenant, on peut projeter sur moi des activités sexuelles personnelles, mais je me protège en ne parlant jamais de ma vie privée. C'est pas juste une protection aussi, c'est que dans mon positionnement qui est celui de journaliste, le problème de parler de sa vie privée, c'est aussi prendre parti. Par exemple, si je dis demain que je suis polyamoureuse, on va considérer que je fais la promotion du polyamour. Si demain je dis, ça, en fait, et même si je dis que je suis hétérosexuelle, on va se dire ah bah très bien, quelle légitimité elle a à parler de la communauté LGBT ou de savoir ce que c'est d'être lesbienne, etc. Si demain je dis que je suis lesbienne, quelle crédibilité j'ai à parler des relations hétéros et des couples hétéros et à comprendre ce monde-là. Si demain je dis que je suis asexuelle et que je ne fais jamais l'amour, on va dire ah bah Flore elle est aigrie, elle aime pas le sexe, donc pourquoi est-ce qu'elle parle de ces sujets-là. Donc en fait, comme les gens vont me décrédibiliser sur ma vie privée, j'ai pris le parti de ne jamais en parler. Et après, les gens projettent évidemment ce qu'ils ont envie de projeter sur moi, mais les connaissances que j'ai sur la sexualité ne sont jamais rattachées à mon expérience personnelle. Ok. Toi, t'as déjà observé, du coup, par exemple, des différences de traitement entre des personnes, des hommes qui parlent de sexualité et des femmes qui parlent de sexualité ? Oui, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, en tout cas, dans l'état, de parler de sexualité quand on est une femme. D'accord. Parce que, en fait, tu sais, il y a aussi ce truc-là qui est... Alors, soit quand t'es un homme, tu peux être sexologue, sexothérapeute, parce qu'on accorde quand même beaucoup de crédibilité au côté masculin médecin, ça marche bien. Mais pour parler de questions qui sont à la fois sociétales, qui sont des choses d'humeur, on va dire, sur la sexualité, on considère que quand les femmes parlent de sexe, elles parlent plutôt de ça, de leurs humeurs sur la sexualité, de leurs sentiments sur la sexualité ou sur la façon dont les hommes et les femmes doivent se comporter. Et les hommes, quand ils parlent de sexe, doivent plutôt parler de comment baiser des meufs, quoi. Très bien. Comment avoir accès aux femmes. Mais en fait, et quand tu lis, en effet, peut-être, tu vois, les discours masculins sur le sexe... qui peuvent tourner autour des coachings en séduction, c'est souvent ça, c'est comment avoir accès à des femmes, au corps de femmes, à embrasser un maximum de femmes, etc. Et souvent, on a considéré qu'un discours masculin, c'était ça, c'était comment avoir accès à l'autre sexe. Et pour les femmes, non, les réflexions étaient plus comment avoir du plaisir, comment jouer au lit, comment...
Et donc c'est pour ça qu'on va plus s'orienter vers une femme si on veut se dire tiens, comment avoir du plaisir, et sur un homme comment avoir accès au sexe, parce que c'est des questions d'hommes, quoi. Par contre, on va laisser beaucoup de légitimité aux hommes pour dire comment avoir accès aux femmes, parce que voilà, les hommes, c'est vraiment leur question qu'ils ont dans leur tête. D'une certaine façon, pourquoi pas. Je pense que les femmes se posent plus la question que les hommes sur comment avoir du plaisir au lit. Parce que c'est peut-être moins compliqué pour un homme que pour une femme. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend mieux qu'une femme se pose cette question du plaisir, du rapport à l'autre, de la santé émotionnelle aussi dans le couple quand on est une femme que quand on est un homme. Ça paraît moins bizarre. Donc, tu sens de la légitimité, du coup, on t'écoute La légitimité, je l'ai pas, non pas parce que je suis une femme. T'as pas vécu de slut shaming, du coup Et non, et en fait, je n'ai pas vécu de slut shaming. Mais alors, je n'ai pas vécu de slut shaming parce que je ne me sexualise pas, c'est-à-dire je ne me mets pas en scène sur les réseaux sociaux pour exciter les gens, ou en tout cas les gens excitables. En tout cas, c'est à mon corps défendant, mais en tout cas, il n'y a pas d'intention claire et précise de faire en sorte de susciter le désir chez l'autre. Ok, donc en fait c'est quand tu commences à susciter le désir, que tu te sexualises à fond, que là ça peut commencer à grincer. C'est si t'es camgirl, l'actrice porno, oui, là bien sûr tu vis du slut shaming de façon je pense très 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 difficile, parce que tu considères que en fait le slut shaming tu le vis quand tu donnes à tout le monde l'accès à ton érotisme et que tu le monétises. Souvent les actrices porno, les camgirls le monétisent, mais c'est ça qui dérange. Péter les câbles des gens. Voilà, c'est ça qui fait péter les câbles des gens. Et comment elle s'appelle, l'influenceuse là qui avait vendu l'eau de son bain? Ruby Nicara. Tu la connais d'ailleurs? Ouais. Et voilà, ça avait été un sujet énorme parce qu'il y avait un rapport avec l'argent qui rentrait, donc là ça faisait péter les câbles de tout le monde, quoi. Ouais, mais ça en plus c'est une idée qu'elle a reprise d'une Australienne ou américaine, je ne sais plus, qui est très connue pour vendre l'eau de son bain. Donc elle a juste repris ce concept-là d'une camgirl qui vendait de l'eau de son bain, mais comme tu vends ta petite culotte, ou il y a des nanas qui vendent des photos de leurs pieds, qui est donc donner accès à une forme d'intime ou d'érotisme à le tout venant sous échange d'argent. Et ça, oui, les hommes comme certaines femmes ont beaucoup de mal avec ça. Ce qui est un sujet qui est très intéressant. Mais ce qui est un sujet qui rejoint le côté économico-sexuel des échanges de sexe, et ça, c'est des sujets qui sont très compliqués. Mais même là-dessus, sur lesquels j'ai pas forcément toutes les réponses à tout, et j'adore écouter les gens en parler et voir les émotions que ça provoque chez les gens, parce que c'est les sujets les plus émotionnels. Donc je ne monétise pas ma sexualité, donc je me protège d'une certaine façon du slut-shaming. Et je le fais aussi parce que je n'ai pas forcément envie de le faire. Et comme je t'avais un peu expliqué en off, je considère que pour être dans ces secteurs-là, il faut avoir vraiment envie de le faire pour bien le vivre, parce que le prix à payer, c'est quand même le slut-shaming. Bien sûr, bien sûr. Écoute, Flore, merci. Juste pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré Passage du Désir? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui, c'est la première marque de sextoys que j'ai vendue. D'accord. Quand j'étais dans mes enterrements de vie de jeune fille, je me trimballais une petite valise avec plein de produits Passage du Désir, et donc mes premières formations sextoys, je les ai faites au sein de Passage du Désir. Ok. Donc c'était il y a longtemps en plus. Donc c'était quoi les produits il y a 10 ans? Il y a peut-être une évolution, non? Il n'y avait pas de womanizer, je m'en rappelle. J'étais avec mon rabbit rose. Je me rappelle des œufs qui marchaient trop bien. Les œufs vibrants? C'était, tu sais, les œufs tanga, là, de masturbation, ça marchait bien. Et il y avait des boules de geisha. Oui, il y avait les œufs vibrants aussi, mais ça, j'avais plus de mal à les vendre. Je me rappelle que je vendais très bien les rabbits, les œufs de masturbation, les gaines. En fait, c'est des gaines de masturbation pour les hommes. Okay. Mais la texture était tellement drôle et le prix était hyper abordable que j'en vendais beaucoup. Et ouais, les boules de geisha aussi que j'ai très très bien vendu, les Lula Beats, je crois, de Lelo, qui marchaient très très bien. Mais c'est Patrick, tu l'as rencontré comment, du coup, le fondateur de Passage du Désir? C'était à cette époque-là? Ouais, à cette époque-là. En fait, j'étais employée par une autre entreprise, mais on travaillait vraiment main dans la main avec Passage du Désir, avec Patrick. Et donc lui, il m'a vu. Lui aussi, il a démarré tout seul. Il vendait ses toys tout seul. Ouais, je sais, mais on était. Ouais, il se lançait. Lui, il était peut-être dans le secteur depuis 2004, je crois. Donc ça faisait 5-6 ans qu'il était, même un peu plus, qu'il était déjà dedans. Et moi, je l'ai rencontré, mais c'était il y a 10 ans, c'était pas Passage du Désir, c'était pas la marque que c'est devenu aujourd'hui. Enfin, il a fait un chemin incroyable. Trop cool. Merci Flore, merci d'avoir partagé ce moment. Merci à toi. Oui, ça va très bien.
Et merci à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs d'être là, de nous écouter encore, épisode après épisode. C'est conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animée par moi-même, Malou Manro. Vous pouvez nous retrouver en boutique, sur internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie qui seront publiés 2 fois par mois. Merci Flore. Merci à toi.